So very good morning. On behalf of Savitribai Phule Pune University Department of Foreign Languages, the French section, I welcome Professor Alain Paul Guerre for the GYAN 4. In fact, we had intended to invite him for the year 2020 during the GYAN 3 phase, but due to the pandemic, it did not materialize at that time. And in 2023, when we resubmitted the proposal, he had one more page to his biodata. You can imagine. So yes, 13 pages of biodata which was incorporated in the proposal. And we really are very, very happy to have somebody of his stature to give lectures on lexicology, because of course we have discovered his book. Those who are in part 2, they did one semester with primarily based on his book, but it's quite a different thing to know more about the language, and especially because though we speak, finally it is not our mother tongue. So it is a very, very welcome initiative of the MHRD to be able to invite experts like Mr. Paul Guerre, and we are eager to discover things. Thank you, Mr. Paul Guerre. Thank you. So I'm very, very, very happy to be here at least. Your first email was in 2019, so it's a long time ago. And so thank you very much to my colleague Ujwala, because I think it's been a real struggle to manage to have this go through. You can shift to French, no problem. Oh, okay. I thought it would be better to, but because officially, thanks also the Department of Foreign Language Studies of the University of Pune, the Vice Chancellor of the university, because I got a signed letter of invitation, and of course the GYAN initiative. So thanks to this whole bunch of people in administration, I can start my first lecture en français. Donc j'ai entendu que vous parlez tous, je vais dire toutes, parce que vous êtes tout seul, donc c'est maintenant le féminin qui prend le dessus au niveau même grammatical. Donc ce serait absurde de dire tous. Donc vous parlez toutes très bien le français, un français excellent, donc j'imagine qu'on peut y aller, mais néanmoins, si je dis quelque chose qui est bizarre ou pas clair, parce que si mon français peut être un peu bizarre, il y a un peu, des fois j'ai tendance à utiliser du français canadien ou du Québec, donc peut-être vous connaissez un peu moins le vocabulaire. Et puis, j'articule pas toujours très bien, donc si je me mets à parler trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Et posez des questions, interrompez-moi quand vous voulez, j'aime mieux ça. Et si vous êtes plus à l'aise pour une question spécifique de la poser en anglais, n'hésitez pas non plus, ça ne me gêne pas. Je vous répondrai en français, puisque le cours est en français, mais on peut travailler éventuellement sur plusieurs langues. Moi, je parle pas énormément de langues, mais au moins pour l'anglais, ça devrait aller. Donc, on y va. Donc, c'est le premier cours, il y en a 12. Donc, vous avez le programme sur les polycopiés. La première thématique, c'est une question très, très générale. Qu'est-ce que le lexique ? Donc, je vais passer ça, qui est le contexte dans lequel je travaille, puisqu'on vient d'en discuter. Et au niveau du contenu du cours, Ujwala m'avait demandé de faire un menu, mais il y a longtemps, donc c'était en 2020, et on s'est tenu à peu près au même menu. Mon idée, parce que ça devait être un cours sur le lexique, en lexicologie. J'ai essayé, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, j'ai essayé de me focaliser sur les aspects pour lesquels je suis vraiment compétent, sans vouloir
aborder des choses où j'ai juste une connaissance abstraite de la problématique, comme par exemple des notions qui seraient plus liées à la sociolinguistique, du lexique, etc. Je n'ai pas de compétences particulières. Pour ce qui est des niveaux de fonctionnement de la langue, je n'ai pas de compétences particulières en phonétique, phonologie, donc je ne vais pas me risquer sur ces aspects-là. Donc je me suis concentré sur ce que je pouvais gérer à peu près convenablement. Et aussi, ce qui me semblait important, c'est de me focaliser sur les notions et de lexicologie et de théorique et descriptive qui me semblent importantes pour les applications possibles en dehors de l'étude linguistique elle-même. Sachant que je considère que l'application reine, c'est vraiment l'enseignement de la langue, l'enseignement et l'apprentissage de la langue qui est vraiment le débouché qui doit toujours être considéré quand on fait de la linguistique, puisqu'il faut que la linguistique serve à quelque chose quand même. Alors évidemment, elle peut servir en traitement automatique de la langue, même avec les approches modernes d'IA, il faut quand même entraîner les modèles, mais c'est vraiment les applications en enseignement qui m'intéressent. Depuis très longtemps, depuis Montréal, j'avais des projets là-dessus, j'ai dirigé des mémoires dans ce domaine-là. Donc j'y ferai référence, et puis si vous avez justement des questions ou des interrogations relativement à cela, ça m'intéresse beaucoup. Donc vous avez des polycopiés. J'ai fait un index. L'index, il vous sert... Je crois beaucoup aux index, je pense que les index sont très importants. Et j'essaye de les faire assez soigneusement. Donc celui-là n'est pas très développé parce que le texte est très court, mais il vous sert vraiment à retrouver la séance ou l'endroit où on a parlé d'une notion donnée. Si je mentionne une notion, etc., puis vous avez un peu oublié quand on en a parlé, etc., n'hésitez pas à vous reporter à l'index. Bon, évidemment, je n'ai pas indexé chaque occurrence de la notion en question, mais le moment où elle a été traitée et introduite. Okay. Donc, aussi, ce que j'ai dit au joint là, c'est que pendant la progression du cours, je vais faire des corrections, des ajustements au polycopier. Si j'utilise des figures, des définitions que je n'ai pas mis dans le polycopier, je les rajouterai. Et à la fin, je vous remettrai une version électronique à jour des polycopiers pour que vous ayez la trace de tout ce qu'on a véritablement vu. C'est très difficile pour moi de tout prévoir à l'avance. Déjà, ça a été un challenge d'envoyer à l'avance les polycopiers pour les 12 séances de cours. Évidemment, je fais partie du groupe des gens du milieu académique qui procrastinent beaucoup. Donc, c'était une discipline utile, mais ça a été vraiment difficile d'essayer de tout prévoir. Donc ça, c'était les préliminaires. Donc on est dans le premier module, la première semaine, et où on va parler essentiellement de lexique et de phraséologie, parce que la phraséologie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc évidemment, il va être question d'autres notions, mais tout ce que je présente, c'est vraiment pour construire un espèce de réseau notionnel lié aux différents types d'entités lexicales qu'on doit gérer, et aussi au phénomène de la phraséologie qui est vraiment omniprésent en langue et qui caractérise les langues. Et donc après, parce que je pense que c'était initialement un peu une commande, parmi toutes les choses qui sont importantes, on se concentrera dans le deuxième module sur la polysémie, qui est évidemment quelque chose de central au niveau de la dynamique lexicale, de la structuration du lexique, et quelque chose aussi qui est fondamental, c'est la définition lexicale. On a eu un exemple en jasant dans la voiture entre Mumbai et Pune. C'est vraiment important de savoir comment structurer une définition et surtout improviser une définition comme ça à la volée. Et donc la définition, c'est quelque chose
c'est le point de départ de tout, en un sens, pour la description d'une unité lexicale. Donc, avec la polysémie, ça constituera le deuxième module. Alors, ce qu'on sait et ne sait pas, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à propos de la connaissance lexicale, mais on utilise tous les termes de lexique, de grammaire, etc. Alors, je vais être un peu scandaleux, iconoclaste ou provocateur, donc je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer, mais je ne sais pas faire autrement. Ça veut dire, si j'ai vraiment une conviction, ben, je l'énonce, ce qui ne veut pas dire que je considère avoir posséder la vérité. Donc, c'est tout à fait OK de ne pas être d'accord et d'en discuter. N'hésitez pas à protester ou à demander des éclaircissements vis-à-vis de ce que je vous dis là. Parce qu'en même temps, je trouve que c'est très pénible, par écrit ou à l'oral, d'être toujours en dire il semblerait que, peut-être que, ben, quand même, si on travaille des années sur un sujet, n'importe lequel, ça peut être du jardinage, etc., ben, on finit par développer des connaissances en fonction de ce qu'on observe, et puis ben, il faut proposer quelque chose. L'idée, c'est pas que ce soit une vérité, et on ne peut pas démontrer que c'est la bonne façon de faire ou que c'est la bonne approche, on ne peut pas le prouver. La seule chose, c'est est-ce que ça se passe bien quand on l'utilise à des fins pratiques ou même à des fins de recherche. Est-ce que ça marche? Si ça marche, c'est bon. Même si ce n'est pas la vérité, ça marche, OK? Et puis, éventuellement, on fera mieux plus tard. Donc, moi, ce que je vous présente vis-à-vis de la conception de la place du lexique et de la nature du lexique dans la langue, c'est parce que jusqu'à présent, ça marche quand je fonctionne comme ça. Mais encore une fois, ne pensez pas que je suis sectaire de ce point de vue-là. C'est juste, à partir de maintenant, je ne prendrai plus de précautions oratoires vis-à-vis de ce que je dis. Donc je fais une hypothèse que beaucoup de gens font, mais ont tendance à oublier immédiatement après, c'est que chaque langue... Alors bon, en anglais, on doit dire natural language, parce qu'il n'y a pas l'unité lexicale langue en anglais. Donc il y a une locution faible, c'est une locution faible, natural language, pour ce qu'on traduit en français pour langue. En français, il n'y a aucune raison, on n'a pas d'obligation de dire langue naturelle, parce que langue, ça veut dire langue. Okay? Et si on veut parler de langue non naturelle, on dit des langages, langage de programmation, langage formel, etc. Mais en anglais, il y a language, et ça vaut pour natural language, formal language, programming language, etc. That are one type of formal languages. Donc, l'hypothèse, c'est que chaque langue, c'est en premier lieu un système de signes, au sens d'abord de la sémiotique générale, ok? C'est un système de signes, donc il y a beaucoup de signes linguistiques, et des règles générales qui permettent de combiner ces signes pour former des énoncés, okay? Donc des propositions qui servent à la communication. Donc système de signes, règle générale de combinaison de ces signes pour communiquer. Donc au niveau de la sémiotique, c'est des signes qu'on peut qualifier de signes intentionnels, c'est-à-dire ce n'est pas des signes qui sont faits pour être interprétés, donc comme par exemple tous ces nuages qui sont des signes qu'il va pleuvoir ou qu'il peut pleuvoir, personne ne veut communiquer avec ça. Bon, bien sûr, on peut avoir une interprétation du monde philosophique, religieuse, etc., où chaque phénomène naturel est interprété comme un message qui nous vient. Dans ce cas-là, on le considérera comme un signe intentionnel. Sinon, c'est juste le fait que quand il y a cette situation météorologique, ben, ça tend à causer de la pluie, et donc on interprète ça comme un signe de pluie. Ça, ce sont des signes non intentionnels. La langue, c'est pas du tout comme ça. Il ne faut jamais oublier que si on est confronté à une phrase, ce n'est pas comme quand on est confronté à des nuages dans le ciel. Si on est confronté à une phrase, c'est quelqu'un a construit la phrase. Bon, même si c'est un système d'IA, les systèmes d'IA qui sont donc des boîtes noires et qui génèrent de façon mécanique, en fait, ils ont imité ce qui se passe quand un locuteur parle. Et donc, en un sens, une phrase produite par un système d'IA, ce n'est pas une vraie phrase,
parce qu'elle ne sert pas à communiquer du point de vue de ce qui a produit la phrase. Mais si on a une phrase en situation réelle de communication, ou d'énonciation, c'est que quelqu'un l'a construite. OK ? Et donc, ce qui nous intéresse, nous, pour comprendre la langue, c'est de regarder comment ça se construit, cette phrase. Parce que justement, la langue, ce n'est pas un problème d'interprétation. C'est un problème de génération, de production. Donc c'est un système de signes, pas pour arriver à décoder des énoncés, parce que si les énoncés sont là, c'est qu'on les a d'abord encodés. Donc c'est un système de signes pour produire des énoncés. Ça va ? C'est pas... Alors, les signes de la langue, ils sont avant tout dans ce qu'on pourrait appeler le lexique. OK ? Parce que même un signe comme un affixe, un préfixe comme re ou un suffixe comme heure, etc., ce sont des signes, mais où est-ce qu'on va les mettre ? Si on les met dans la grammaire, on décrit en fait comme une unité lexicale. Donc dans la grammaire, il faut peut-être expliquer le fonctionnement des préfixes, etc. Mais un signe comme re en français, pour retaper sur le pupitre ou se réasseoir sur une chaise, en fait, ça a le même sens que de nouveau. Donc il s'est réassis sur la chaise, il s'est assis de nouveau sur la chaise. Sémantiquement, ces suffixes dérivationnels-là, au niveau de leur sens, ils ont pratiquement des sens d'unité lexicale. C'est juste que c'est des signes non autonomes. Mais si on doit les mettre quelque part, il faut les mettre dans le lexique parce qu'on va les décrire en fait comme des synonymes éventuellement ou des quasi-synonymes d'unité lexicale. Donc, dans un bon dictionnaire, vous avez une entrée de dictionnaire pour re. Et puis, on vous dira que ça veut dire de nouveau ou à nouveau, etc. Et bien sûr, en précisant que c'est un suffixe. Donc, les signes, même ces signes non autonomes, en gros, ils vont dans le lexique. OK ? Je ne dis pas tous, mais le lexique, c'est cet ensemble structuré qui contient les signes de la langue, les signes linguistiques. Et puis, on a des règles générales de combinaison. Et ça va dans ce qu'on appelle la grammaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle de grammaire ? C'est une règle qui n'énonce pas une propriété spécifique d'un mot. Pour l'instant, je dis mot, après on n'aura plus le droit, ou d'un signe. Okay ? Donc une règle comme une règle de grammaire du français, le verbe conjugué en français s'accorde en personne et nombre avec son sujet. Voilà une règle de grammaire. Je n'ai pas parlé d'aucune unité lexicale. Okay ? Et c'est une règle de grammaire parce qu'elle ne parle pas d'un mot. C'est ça qui fait la règle de grammaire. Donc toutes les règles qui sont de ce type-là, les règles générales, vont dans la grammaire. Et les règles spécifiques du genre, le sens, l'unité lexicale 1 du vocable parlé prend un complément oblique. Il parle de sa sœur à Gustave. Et l'unité lexicale 2 du vocable parlé, je simplifie évidemment, est transitif direct. Donc il parle français. Okay, donc on a deux unités lexicales. La première, je décris son sens, et je dis qu'elle prend un complément oblique. Et évidemment, un complément d'objet indirect, c'est-à-dire un datif, à quelqu'un. Ça, c'est pas une règle de grammaire, parce qu'elle parle d'une unité lexicale donnée. Bien sûr, elle pointe vers la grammaire. Quand je dis « prends un complément d'objet direct » ou un complément oblique, je me réfère à des notions de grammaire, mais ce n'est pas une règle de grammaire, c'est une règle lexicale. Donc si vous avez une règle, que cette règle, elle parle d'une unité lexicale, cette règle appartient au lexique, pas à la grammaire. Si vous avez une règle qui fonctionne sur des classes générales et qui ne parle pas d'une unité lexicale particulière, c'est dans la grammaire. Ça va ? Oui ou... C'est pas choquant. Ok, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une langue, c'est pas une grammaire. On l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps dire
à la radio, dans les universités, etc. Quand les érudits parlent du français, ils disent le français c'est une langue qui se caractérise comme ça, c'est une langue spéciale parce que sa grammaire est logique, etc. L'anglais vise l'économie. Bon, ce genre de trucs, d'énoncés généraux, ça parle que de la grammaire, et quand on parle d'une langue, on dit la grammaire. Mais ça, c'est complètement faux. Une langue, c'est pas une grammaire, c'est avant tout un lexique. Et c'est très important. Je dis pas ça parce que je fais de la lexicologie. Je fais de la lexicologie parce que c'est comme ça. Ça veut dire... mais ça vient de mon expérience en traitement automatique de la langue. Le plus gros besoin qu'on avait au niveau des ressources, c'était un besoin en ressources lexicales. Parce que c'est tellement gigantesque le lexique, c'est tellement complexe, etc., que personne, en gros personne, j'exagère, à part quelques lexicographes, ne travaille vraiment à en faire la modélisation. Bon, parce que avant de publier un article, si on fait des articles de dictionnaire, avant de publier un article scientifique, ça prend du temps. Et bon, donc c'est moins rentable que de travailler sur la grammaire au niveau de la production académique. Mais c'est ça le besoin. Le lexique est ainsi. Et donc, c'est pour ça que je fais de la lexicologie, que je me suis un peu spécialisé en lexicologie et lexicographie. Donc, au niveau de la quantité d'informations, mais vraiment les bits qu'il faut stocker, le lexique est gigantesque et comparativement, la grammaire est beaucoup plus petite. Bon, je ne dis pas que faire une grammaire d'une langue, surtout une langue comme les langues que vous parlez, c'est facile. Et je ne dis pas non plus que ça se fait en 5 minutes. Mais faire la description moyennement complète du lexique, ça ne se fait même pas en une vie. Okay, parce que le temps qu'on en ait fait un bon petit bout, il a tellement changé qu'il faut recommencer, il faut reprendre tout ce qui a déjà été fait. Donc de toute façon, on sait que la modélisation à peu près correcte du lexique, c'est une tâche impossible, enfin infinie. Donc le lexique, c'est gigantesque. La grammaire, comparée au lexique, c'est tout petit, mais vraiment tout petit. Et c'est là pour servir le lexique. Parce que, imaginez, donc, vous savez, vous avez tout appris des langues étrangères, donc au moins le français. Si vous devez aller quelque part et apprendre un minimum de la langue, mais vous avez juste 2 heures pour vous aller, je ne sais pas, en Serbie, il vous faut un minimum de serbe et vous avez 2 heures pour acquérir un minimum de serbe avant de débarquer à l'aéroport. Évidemment, vous allez essayer de stocker un maximum d'unités lexicales. Comment on dit boire, manger, dormir, taxi, taxi, c'est pratiquement partout taxi. Mais c'est ça. Vous n'allez pas vous embêter à apprendre des règles de grammaire du serbe, le fonctionnement du clitique en serbe, etc. De toute façon, si vous n'avez que des règles de grammaire, vous ne pouvez pas les utiliser, parce que les règles de grammaire fonctionnent sur des mots. Donc le lexique, c'est au centre, c'est gigantesque. La grammaire, c'est essentiel pour faire une langue, mais c'est comme ça. Donc il faut garder le sens des proportions et savoir à quoi on s'attaque et quelle est la nature des choses. Okay ? Surtout qu'on va voir que le lexique, ce n'est pas juste des associations entre contenu et forme. Le lexique contient des règles, et beaucoup de règles. C'est pour ça qu'il est gigantesque. Ça va ? Bon, on parle là-dessus, alors. Alors, ça, je ne vous l'ai pas mis dans les polycopiés, vous l'aurez dans la version révisée. Mais bon, il y a... Ceux qui sont bien écrits et qui sont vraiment plaisants à lire aussi, ça vaut vraiment le coup de les regarder pour voir ou entendre les choses directement, comme on dit en anglais, de la bouche du cheval. Okay. Et donc, tout part du signe linguistique. Donc, tout le monde dit oui, la langue c'est un système de signes. On mentionne le signe linguistique au début des enseignements, par exemple, ou de l'apprentissage de linguistique, puis après on n'en reparle plus. Mais en fait, le signe linguistique, c'est le point de départ,
Et on en parle, il faut en parler tout le temps, parce que tout est signe linguistique quand on parle du lexique, et donc il faut avoir une bonne théorisation du signe. Donc regardons dans le cours de linguistique générale ce que dit Saussure. Donc malheureusement, ce n'est pas ce que dit Saussure puisqu'il ne l'a pas écrit, donc on n'est pas sûr exactement de ce qu'il a dit puisque ce sont ses étudiants qui ont travaillé à partir de leurs notes. Mais quand même, il y a des choses déjà très importantes. Le signe linguistique est donc une entité psychique. Ça, c'est super important. Le signe linguistique est immatériel. Et ça, on a tendance à le perdre de vue quand on mentionne Saussure. C'est une entité purement informationnelle, c'est de la connaissance, et ce n'est pas du tout une entité matérielle. Donc si on écrit par exemple arbore ou arbre, ça là, ce n'est pas le signe linguistique. Ou ce que vous entendez ici, si je dis le beau cheval, cheval, là, ce n'est pas le signe linguistique. C'est juste le signifiant instancié, une occurrence donnée. Le signe linguistique, on ne peut pas le percevoir par les sens. On ne peut pas. Le signe lui-même, puisque c'est de l'information. L'information, on ne la perçoit pas par les sens. Ça ne s'entend pas, ça ne se touche pas, ça ne se sent pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Entendre, ça se goûte pas, évidemment, mais on n'a pas de communication linguistique par les goûts, mais par le toucher, bien sûr, pour le braille, l'audition, on voit. Mais donc, ce n'est pas le signe linguistique qu'on voit ou qu'on touche quand on lit du braille ou qu'on entend, c'est une manifestation du signe linguistique. Et Saussure a beaucoup insisté là-dessus, et il avait raison, c'est une entité psychique, c'est de l'information dans votre tête, et c'est un truc immatériel qui correspond à l'information qu'une masse de la population parlante partage. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis, une autre chose importante qu'on a tendance à ignorer, c'est que donc on parle d'une association, il parle ici d'une association qui est une association concept et image acoustique. Et il dit bien image acoustique. Bon, c'est un peu poétique comme expression, mais elle est pas mal. Ça veut dire, c'est pas une suite de sons qu'on a ici. C'est un patron sonore. Donc, vous avez la connaissance de la forme du signe, et à chaque fois que vous parlez, vous produisez une succession de sons différents, c'est jamais exactement les mêmes, et votre connaissance, c'est un patron de sons. C'est ça qu'il appelle image acoustique, et c'est très important, sa terminologie, ici, et donc ça correspond au terme bien connu de signifier, le contenu du signe, et de signifiant, la forme. Mais justement, le signifiant est immatériel. OK ? Et pourquoi c'est très important ? C'est parce que c'est un outil pour le locuteur. Et quand le locuteur va s'exprimer, il n'existe pas de signifiant matériel. C'est lui qui décide de choisir ce signe-là, qui les assemble et qui va produire de la forme perceptible. La langue n'est pas perceptible. Elle est perceptible que par ses symptômes, ses manifestations. C'est comme par exemple la grippe. La grippe, c'est informationnel, la grippe, et c'est un état un état physiologique. Mais ce que vous percevez de la fièvre, vous percevez de la fatigue, etc. Vous percevez les symptômes de la grippe, mais ce n'est pas la grippe en soi. C'est pour ça qu'une même grippe peut se manifester par des symptômes différents selon notre métabolisme, etc. La langue, c'est pareil. Ce qu'on perçoit, c'est un peu comme le symptôme de la langue. Donc on n'a pas accès à la langue directement, on n'a accès à la langue qu'indirectement par ses manifestations. Donc l'observation, c'est fondamental. Développer des capacités de faire de la lexicologie, de la linguistique en général, c'est développer des facultés d'observation. Et ce qu'on voit, on doit savoir que ce n'est pas la langue, mais on est comme un docteur en présence de symptômes d'une maladie, et il faut inférer quelle est la langue derrière tout ça. Donc, cette association signifié-signifiant, elle est souvent mal comprise parce qu'on perçoit le signifiant comme quelque chose de matériel. Non, ce que vous voyez, vous entendez, etc., ce n'est pas le signifiant du signe. C'est la réalisation, la manifestation du signifiant. Ensuite, il y a quelque chose de très important, et c'est un peu ce qu'il dit. Vous voyez, vous avez ces flèches ici, qui vont... Alors, le signifié, le concept est mis au-dessus,
et ça parle de la primauté du signifié. Et on peut aller du signifié au signifiant ou du signifiant au signifié. Mais en fait, il faut choisir son camp, en lexicologie ou en linguistique en général. Est-ce qu'on s'intéresse à la langue en tant qu'un outil pour parler, ou à la langue en tant qu'un puzzle, un problème qu'il faut résoudre en interprétant des énoncés? Okay. Et donc, il perçoit bien, enfin, il insiste bien sur ces deux orientations, et que le signifiant, en fait, il est le signifié. Okay. Ce n'est pas le signifié qui est là pour interpréter le signifiant, parce que la langue, c'est un mode de communication. Donc, la langue est un outil. Donc, si vous voyez un marteau, le marteau, c'est pour taper. Si vous considérez la langue française ou anglaise, c'est un outil pour s'exprimer. Évidemment, vous pouvez utiliser le français pour autre chose. Vous pouvez parler français à quelqu'un qui ne parle pas du tout le français pour l'endormir en lui récitant, je ne sais pas, un truc très, très ennuyeux, l'annuaire téléphonique, par exemple. Okay, donc vous pouvez utiliser le français pour n'importe quoi. Mais avant tout, c'est un outil pour communiquer. Et donc, si c'est un outil pour communiquer, on l'analyse en fonction de ce à quoi ça sert. Si vous me donnez un marteau, vous me demandez d'expliquer cet objet, pas le mot marteau, eh ben, je vais y penser en fonction... Ou pire, vous me présentez un objet, par exemple, qui est utilisé dans la culture locale, qui est très important, de la cuisine ou n'importe quoi, ou pour travailler le bois, ben, je vais regarder cet objet. Ma première interrogation, puisqu'on me dit que c'est une sorte d'outil, ça va être « ça sert à quoi ?» Et le « ça sert à quoi » va expliquer le design de l'objet. Ben, c'est pareil, la langue, ça sert à quoi? Et ben, en se posant la question de « ça sert à quoi », ça va nous aider à comprendre le design de l'objet. Alors, il y a une petite contrainte, c'est que, et c'est fondamental, c'est que la langue, d'accord, c'est super puissant, c'est magnifique, mais en fait, la langue est avant tout orale, même si la variante langue écrite s'est tellement développée maintenant, mais la langue vient de l'oral, et on la produit avec notre système phonatoire. On ne communique pas avec la langue par transmission de pensée, ou même par la gestuelle, puisque la vraie langue des signes, par exemple, la vraie, pas codée, justement a des propriétés qu'on n'a pas... En un sens, elle est presque plus puissante que les langues naturelles standards orales. En fait, la langue, parce qu'on la produit avec ça, on va exprimer des signifiants qu'on est capable de produire avec ça. Il y a un truc super important, c'est qu'avec ça, on peut produire puis un autre son, puis un autre son. Donc, l'expression du signifiant de la langue a une contrainte physiologique qui peut être nécessitée dans un système de communication, qui est que ça va être une chaîne de sons, du coup aussi une chaîne de signes, une chaîne de mots, et donc il y a cette nature linéaire de la sortie linguistique. Et ça, c'est une très grosse contrainte matérielle. Mais le sens, c'est multidimensionnel, c'est une sorte de réseau de contenus interconnectés, et tout ça qui n'est pas du tout linéaire, il faut l'exprimer par un son, suivi d'un autre son, suivi d'un autre son, suivi d'un autre son. Et toute la magie de la langue, ce qui est vraiment la beauté mathématique de la langue, vient du fait que c'est un système qui est là pour traduire une configuration multidimensionnelle de contenu en une suite linéaire de sons, de signes. Comment on fait ça? On fait ça notamment par la syntaxe. Je ne peux pas écrire, mais... Si on pourrait, c'est-à-dire il faudra régler ça. La syntaxe. La syntaxe, c'est la hiérarchisation des signes qui permet en fait de passer de cette structure de graphe, qui est un réseau, qui est cyclique, etc., à un graphe acyclique, qu'on appelle un arbre, et qui permet ensuite, par linéarisation, de produire une séquence de mots. Donc en fait, si on veut comprendre pourquoi la syntaxe existe, elle existe à cause de ça. Okay? C'est mathématique, c'est formel, on n'y peut rien. Okay.
si je remets mon écran dessus, ça disparaît. Oui. C'est sûr. Ça n'a pas disparu. À la main? Vraiment? C'est magique? Non. Elle va vous montrer. Ah, ok. En plein 21e siècle. Magnifique. Tout le reste. Donc le signe linguistique, c'est la trace de ce qui saute. Je ne sais pas, il y a 5000 ans, ce sera mieux. Quelqu'un a conceptualisé le signe. Cette idée que le signe en général c'est une association forme-contenu, ça remonte au moins en Occident à l'Antiquité. Aliquid pro aliquo, quelque chose qui vaut pour quelque chose d'autre. Donc c'est la notion de signe et ça remonte à la philosophie et à la logique grecque. Et évidemment, ça n'a pas été découvert à ce moment-là, donc c'est juste une histoire de traces. Mais cette idée du signe est là. Ce qu'a fait, c'est de donner des termes et de caractériser qu'est-ce que c'est que le signe en caractérisant c'est quoi la nature des signifiants. Donc ils nous disent ici qu'en anglais on dit to have a dream. Donc si dans les langues que vous parlez, que ce soit le hindi ou j'oublie la langue. Pardon ? Marathi. La langue locale, si vous prenez le nom rêve. Alors là, il m'est tombé le rêve. Ah là. Donc, et le sujet, c'est rêve est tombé. Mais on ne peut pas avoir le sujet moi. Non. On ne peut pas dire moi j'ai reçu un rêve. Non. Ok. C'est un verbe support. En fait, parce que le rêve, c'est quand même le rêve de X à propos de Y. Et ça, au lieu d'avoir ce qu'on appellera en fonction lexicale un opérin, c'est-à-dire un verbe support qui prend comme sujet le premier actant de rêve, X fait un rêve et qui prend rêve comme complément, vous avez un collocatif où rêve est le sujet du verbe support. Et vous avez un complément, il est au datif ou à l'oblique ou... Il tombe sur ou il tombe... C'est locatif, c'est quoi? À moi. Ah, donc c'est un datif, c'est comme un datif. Donc ça prend rêve comme sujet et ça prend X exprimé comme un complément d'objet indirect. J'emploie un complément d'objet indirect, pas dans le sens de la grammaire française, mais de la typologie internationale, donc comme un complément datif. Et ça, c'est un func 1. C'est une autre fonction lexicale. Et vous n'avez pas de opéra. Mais donc, c'est évident que c'est un besoin naturel. Et en hindi, on dirait j'ai vu un rêve. j'ai vu un rêve. Donc ça, ce sera un opéran. Bon, tout ça, c'est pas le signifiant. Et c'est super important. Vous ne pouvez pas utiliser le nom rêve si vous ne savez pas ça. Vous allez tricher, comme monsieur, vous allez prendre le verbe rêver. Pourquoi ils disent ça ici? I thought someone came into the bedroom, but it was just a dream. Il l'indique parce que ça se dit comme ça en just a dream. Ok, en anglais. En français, on pourrait dire c'était juste un rêve. Ça, on peut le dire. C'est pas incorrect, c'est parfaitement sémantiquement correct, mais c'est comme une expression toute faite, just a dream en anglais, qu'il faut connaître. Ça, c'est très important. Sweet dreams. En fait, ça relève de la phraséologie, tout ça. C'est à la fois ce qu'on dit à quelqu'un pour dire bonne nuit, on lui dit sweet dream. En français, il faut dire éventuellement faites beaux rêves. Et on ne dit pas beau rêve, on dit fait de beaux rêves, on ne peut pas dire beau rêve. Et quand on veut dire que le rêve est bien, en anglais, on dit sweet dream. Il faut le savoir, c'est pas évident. Ici, on dit que rêve, c'est le rêve qui est fait par X à propos de Y. C'est quoi la structure de complémentation de rêve, de dream? Dream about something, or dream about doing something. Donc ça va accepter un complément, le nom, un complément nominal ou un complément propositionnel, ou dream that. Okay?
une sorte de complétive. Bon, déjà c'est suffisant. Tout ça, là, ça sert à quelque chose. Et c'est une toute petite partie de ce qu'il faut savoir sur le nom dream pour l'employer correctement. Donc, ce n'est pas le signifié, ce n'est pas le signifiant, c'est la troisième composante, qui n'est pas l'amour non plus, qui est la combinatoire. Donc, apprendre un signe linguistique, c'est évidemment apprendre son signifié, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Il faut apprendre évidemment le signifiant, quel va être le support formel pour le communiquer, mais il y a toute sa combinatoire. Le signifié, le signifiant, c'est finalement pas si dur. Mais la combinatoire, ça peut être, pour un nom comme Dream, une soixantaine ou plus de règles lexicales, parce que c'est des règles qui parlent de Dream et qui indiquent comment ils se combinent. Okay ? Donc la combinatoire, c'est fondamental. Et ça vaut pour tous les signes linguistiques. C'est juste oublié dans la modélisation. Donc, le fait ici que c'est un nom, le fait qu'on indique que c'est comptable, pour les dictionnaires anglais, c'est important. Tout ce qu'on donne ici, ça relève de la combinatoire du signe. Okay ? Et donc, en quantité d'informations, c'est presque plus important que le signifié et le signifiant. Et c'est ça aussi qui fait que le lexique, c'est énorme. Parce que ce n'est pas juste une collection de signes signifié, signifiant. C'est que chaque signe vient avec sa combinatoire, qu'il a en propre. Et c'est ça qu'on finit jamais d'apprendre. Okay ? Beaucoup de francophones, par exemple, qui parlent pas trop mal anglais, ne sauront pas qu'on dit « to have a dream ». Okay ? Bon, c'est pourquoi, et j'ai mis la définition dans les polycopiés, il nous faut une version étendue du signe avec la troisième composante qu'on va appeler la combinatoire restreinte. Ça veut dire la combinatoire qui appartient en propre à ce signe-là et qui contrôle la façon dont il se combine avec d'autres signes. Donc, il y a un signifié, donc c'est une association indissoluble, mais c'est en même temps une entité psychique, entre un signifié, contenu informationnel du signe, et un signifiant, ce qui est sa forme perceptible, et une fois réalisée, et une combinatoire restreinte. Alors, c'est un ensemble de règles propres au signe qui contrôlent sa combinaison avec d'autres signes et qui sont déductibles ni de son signifié ni de son signifiant. C'est pas parce que rêve qu'on fait la nuit a quelque chose de spécial dans son signifié qu'on sait du coup qu'on va dire faire un rêve et que l'autre, on sait du coup qu'on va dire avoir ou faire le rêve de partir quelque part. Alors, il y a évidemment des corrélations, toujours, qui sont possibles, on peut les identifier, mais ce n'est pas déductible à 100%. C'est ça la combinatoire restreinte. Ça va ? Et donc, c'est aussi important que les deux autres composantes. On ne peut pas l'oublier. Surtout qu'on ne va pas arrêter de voir que tout découle de ça. Donc, je vous propose de considérer que la combinatoire restreinte du signe linguistique, c'est comme si elle codait génétiquement le phénomène de phraséologie, ce qui est non libre dans la langue. Okay ? On va trouver la phraséologie partout, et on passe ce premier module à explorer, notamment la phraséologie. Pourquoi il y a de la phraséologie, des expressions non libres ? Ça vient en fait de cet élément de base de la langue, qui est le signe linguistique, qui déjà arrive avec sa phraséologie. Parce que de dire que dream, il faut dire to have a dream, c'est de la phraséologie qui appartient à ce signe-là. Et donc chaque signe qu'il y a dans la langue est notamment spécifié par sa combinatoire restreinte. C'est pas étonnant qu'après, quand on regarde les syntagmes, les énoncés, etc., ils sont remplis, truffés de manifestations de cette combinatoire restreinte et donc de phraséologie. Les langues, natural languages, ce qui les caractérise par rapport au langage formel, artificiel, etc., ce qui les caractérise véritablement, c'est le fait qu'elles sont constituées de signes qui ont une combinatoire restreinte et donc de phraséologie. On apprend un langage de programmation
pas à programmer, mais le langage de programmation, si on est informaticien. Ça veut dire le lexique et la syntaxe de ce langage. On l'apprend en 1 heure ou 2. 1 heure si on est rapide. Une langue, on ne peut pas l'apprendre en 1 heure. Mais un langage de programmation, on peut l'apprendre complètement au niveau de ses signes et ses règles de combinaison en 1 heure. Notamment, bon, évidemment, le lexique est plus petit, la syntaxe est plus petite, mais il n'y a pas de combinatoire restreinte. Si on vous dit que ça, c'est une variable, elle s'écrit comme ça, les variables, c'est au niveau de la classe, toutes les variables ont ce fonctionnement dans ce langage de programmation, n'importe quelle variable que vous aurez dans un programme, vous savez comment elles fonctionnent. Elles n'ont pas de combinatoire. Tout est grammatical en un sens. Tout va bien? Je continue? Vous n'avez pas d'objection? Pas de... Non. En vrai, Mimi, il y aura une petite postée. Ok. Quand Théa arrive, on va lire. D'accord. Ok, ça c'est pas une question. Ah, ok. Question, je pense comme les étudiants comprendront. En fait, votre phrase, votre constatation, que la langue est tout d'abord orale. Ok? Oui. Vous avez dit ça. Oui. Mais comment les linguistes comme vous, ils interprètent l'essai de Jacques Derrida dans le signe, structure et jeu? Il a renversé l'hiérarchie entre la parole et l'écriture en créant le mot différence. Et comment vous pensez à propos de cela? Parce que là, il écrit différemment. Oui. Si, On peut tout faire, mais il faut regarder comment est structurée la langue. D'abord, il n'existe pas de langue écrite sans orale. Ça veut dire, j'avais eu, je vous parlais justement de Thiru Kandaya, ce collègue de Singapour, avec qui on avait une discussion qui était vraiment... moi, je ne suis pas du tout un intellectuel. Lui, c'était un vrai intellectuel, un grand intellectuel. Et vraiment, l'écrit, le stylo, le papier, c'était fondamental. Et moi, j'insistais que on ne peut pas lire un texte si on ne prononce pas en même temps. Impossible. Ça veut dire que, bien sûr, il y a des langues qu'on ne sait pas très bien prononcer. On sait pas, mais on va vouloir avoir une façon de le prononcer, même si on ne comprend rien à ce qu'il y a. Donc on va superposer, c'est pour ça qu'on veut des translittérations, par exemple. C'est juste comme ça. La langue, c'est le locuteur. Ce n'est pas le destinataire. Et le locuteur n'a pas accès à la langue s'il ne passe pas par l'oral. En plus, tout à fait normalement, système d'écriture. Et donc, des langues écrites qui n'ont pas de prononciation, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est le prononcer. On va essayer de rétablir la prononciation. Donc, primauté de l'oral, comme je parle de la primauté du locuteur sur le destinataire. Ce qui ne veut pas dire que l'écrit, surtout maintenant, ne s'est pas développé en un système qui a ses règles propres. Mais ces règles propres, elles sont relatives aux impératifs de la langue de départ, qui sont des impératifs, comme je l'ai dit, même physiologiques, qui ont déterminé son organisation. L'écrit, c'est quand même une suite de lettres. Et cette suite de lettres est là pour encoder une suite de phonèmes, pour une écriture alphabétique. Et pourquoi c'est des suites? Même dans les écritures non alphabétiques, donc par exemple en mandarin, en chinois, les caractères, ils arrivent quand même les uns après les autres. OK? Et donc il y a un ordre. L'écrit peut faire ce qu'il veut, ça reste qu'il y a un ordre. Et pourquoi il y a un ordre linéaire? Parce que c'est oral. OK? Donc ce qui est clair par contre, c'est qu'au cours des siècles, il s'est développé un sous-système ou un système parallèle qui est le système
de la langue écrite avec ses règles propres. Mais pas plus différent que même à l'oral, il y a des sous-systèmes selon des contextes de communication. Bon, il y a des gens qui parlent aux très jeunes enfants en parlant le langage bébé. Ou il a fait un petit pipi sur son popo, etc. Bon, moi, j'ai jamais parlé comme ça à mon fils. Je pense qu'il faut leur parler comme à des adultes quand ils sont tout bébés, et même quand ils comprennent rien, ça marche mieux. Mais c'est aussi un système parallèle. Et donc, oui, l'écrit, en fait, à cause de l'industrialisation de l'écriture par l'imprimerie, etc., a développé son système propre. De la même façon qu'on voit maintenant se développer des systèmes de la langue qui appartiennent au mode de communication sur 250 caractères ou 300, et donc ça développe ses propres trucs. Mais il n'en reste pas moins que la base est la base. Et la base, c'est leur fonction orale à la base. Et s'il apparaît une langue qui est vraiment pas orale, ses structures seront complètement différentes. Les signes seront différents, l'organisation, peut-être elle n'aura pas une syntaxe comme la syntaxe des langues, qui est une structure hiérarchique de mots-formes. Donc, je ne remets pas en doute qu'il y a des sous-systèmes, pas des sous-systèmes ou des systèmes parallèles, mais je parle de la langue au départ, enfin, telle qu'elle est construite. Donc, bon, je n'ai pas le background théorique qui me permet d'argumenter à partir de ce qu'ont vraiment avancé des gens comme Derrida ou autres, puisque je n'ai pas cette culture-là. Mais de ce que j'en comprends, c'est ce que je peux dire. Okay, mais évidemment, c'est sûrement que c'est un peu puéril comme réponse. Le thé n'est pas encore là. Non. Voilà, donc le thé est là, si vous Ah ok, bah ça tombe. Regardez comme c'est bien organisé. On arrive pile à la deuxième partie.